Bonjour à tous, amis diffuseurs d'écologie humaine. Aujourd'hui, nous allons parler de sens du travail, de management, de service. Et pour ce faire, nous accueillons un grand monsieur, le général Hervé Michel Gobillard. Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Bonjour Général, alors commençons par une question de présentation. Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Eh bien, d'abord, je suis un militaire où j'ai servi très longtemps dans l'armée, d'abord comme jeune officier dans les unités parachutistes, puis ensuite à l'état-major de l'armée de terre, responsable du programme Leclerc. J'ai été directeur adjoint du cabinet du ministre, j'ai été patron des écoles de l'armée de terre, j'ai été inspecteur général de l'armée de terre et gouverneur des Invalides à la fin. Mais mon parcours le plus passionnant a été mon séjour en Bosnie-Herzégovine entre 1994 et 1995. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi cette expérience en Bosnie-Herzégovine vous a tant marqué ? Parce que c'est le moment où ça a été la concrétisation de tout mon parcours et de mon expérience opérationnelle. J'avais été désigné par le Conseil de sécurité pour prendre le commandement du secteur de Sarajevo et j'avais sous mon commandement un certain nombre d'unités internationales. Et dès que je suis arrivé en septembre 1994, la guerre a repris entre les Serbes et les Bosniaques. L'épisode le plus marquant a été la prise d'un pont dans Sarajevo. Sarajevo était une emprise bosniaque, musulmane, mais les Serbes entouraient la ville et bombardaient la ville. Et j'avais comme mission de protéger la population, d'assurer la sécurité et le ravitaillement. Les Serbes faisaient tout pour que ce ravitaillement n'arrive pas et que la population musulmane disparaisse. Donc, j'avais positionné autour de la ville un certain nombre de points qui me permettaient d'empêcher l'arrivée des Serbes. Et une nuit, un des points, le point le plus important, a été pris par surprise par les Serbes. Et si je laissais ce pont à la disposition des Serbes, eh bien, à ce moment-là, au petit matin, les hordes blindées serbes arriveraient et envahiraient la population. J'ai donc pris la décision tout seul, contre l'avis du reste des autorités nationales et internationales, de monter cette opération, de reprendre le pont pour assurer la sécurité de la ville de Sarajevo. Ça a été un moment excessivement difficile, puisque c'est une initiative du chef militaire sur le terrain et non pas une décision politique, puisque les politiques n'étaient pas du tout sur ce schéma. Au fond, que retenez-vous de cet événement ? Ce qui est le plus fort pour moi, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est en posture de responsabilité, que les situations sont excessivement stressantes, déstabilisantes, souvent contradictoires, très hétérogènes et que l'évolutivité de la situation est excessivement mouvante. Et donc les décisions que l'on prend à l'instant T ont souvent une répercussion à l'instant T+1 qu'il faut anticiper. Et je pense que l'on peut être à ce genre de poste de responsabilité, surtout en temps de guerre, que lorsqu'on a eu une expérience initiale assez longue. Car pour moi, la définition de l'expérience, c'est l'analyse lucide et objective de ses échecs. Et souvent, quand on n'a pas d'échecs, eh bien, on n'a pas d'expérience. Je rajouterais peut-être que dans l'exercice du commandement, il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut faire et l'exprimer à ses subordonnés. C'est-à-dire de dire à ceux qui sont sous vos ordres, voilà quel est mon objectif, qu'en pensez-vous ? C'est fini l'époque où le chef avait l'omniscience. Il a autour de lui des compétences dans des domaines excessivement nombreux et parfois ses subordonnés, dans leur domaine, sont plus compétents que vous. Si vous n'en tenez pas compte, vous risquez de rentrer dans le mur.
Finalement, le chef, c'est quoi? C'est qui? Pour moi, c'est un fédérateur d'énergie, un catalyseur de volonté, un absorbeur de tension, un diffuseur de confiance et de sérénité. Il faut donc que ces subordonnés, ils sachent parfaitement où vous voulez aller, car au moment de la crise, tous les regards convergent vers vous. Et donc, s'ils ne sont pas conscients de l'objectif que vous leur avez fixé, ils n'iront pas dans la bonne direction. Ce qui est frappant, c'est que le chef, c'est pas celui qui exerce le pouvoir, mais c'est lui qui exerce l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est de faire grandir ses subordonnés. Ça vient du mot augere en latin, c'est l'inverse du pouvoir. Et que s'est-il donc passé après la reprise de ce pont stratégique dont vous parlez? Après la reprise du pont par mes soldats, qui étaient des Français, le pouvoir politique, devant le succès de cette opération, a récupéré la paternité de la décision. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'un responsable militaire doit comprendre qu'il y a la primauté du politique sur le militaire, et même si, à un moment donné, vous n'avez pas obéi directement à votre chef parce que vous avez pensé, à juste titre, que la décision que vous allez prendre est globalement la meilleure pour l'objectif, et si le chef politique après récupère la paternité décisionnelle, eh bien c'est normal, et c'est ce qui s'est passé. Ce qui me confortait un peu dans la véracité de ma décision. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, votre récompense, ce n'est pas la récompense du politique. C'est dans le regard de vos subordonnés que vous la comprenez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'échec, sur les conditions qui font que l'on échoue? Je crois que l'échec, c'est quand vous n'avez pas pris en compte un avis d'un subordonné et que finalement le résultat n'a pas été globalement complètement positif. Qu'est-ce que c'est que le vrai subordonné? C'est pas celui qui obéit au doigt et à l'œil à ce que dit son supérieur. Le vrai subordonné, c'est celui qui est capable de dire à un moment donné à son chef, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour telle et telle raison. Mais ensuite, la discipline intellectuelle fait que ce subordonné s'est exprimé, mais vous prenez votre décision. Et c'est ça la vraie obéissance. C'est-à-dire, ce n'est pas une obéissance de soumission, c'est une obéissance d'action. J'aimais bien avoir autour de moi ce qu'on appelle des poils à gratter, c'est-à-dire des gens qui vous disent l'orientation que vous donnez, c'est sans doute pas la meilleure. Et à ce moment-là, vous construisez, vous, une orientation qui est le cumul des réflexions des autres. Il n'y a pas de succès individuel, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Le succès, il est toujours collectif. Je vous donne l'exemple pour le pont. Le pont, mon chef d'état-major, lorsque j'ai pris la décision de reprendre le pont, savait que les autorités politiques m'avaient dit ne le faites pas. Il m'a dit je ne sais pas si vous avez raison, je ne crois pas que les hommes politiques aient raison, mais c'est vous le chef. On vous suivra parce que c'est vous qui avez pris la décision. Mais il m'a rajouté, il m'a dit, dans la décision que vous avez prise, il y a un côté qui est peut-être pas le meilleur. Voilà ce que moi je pense. Et j'en ai tenu compte. Tout d'un coup, je pense au drame des camps de concentration pendant la guerre. Quand j'étais gouverneur des Invalides, j'avais beaucoup de résistants et de résistantes femmes absolument admirables qui étaient passées dans les camps de concentration, Mauthausen, Ravensbrück, etc. Et j'ai beaucoup discuté avec eux. Ils avaient été en contact avec des gardes-chiourmes qui exécutaient les ordres de leur chef sans du tout penser qu'ils avaient eux-mêmes une personnalité. Et c'est ça le drame de la non-discipline vraie, c'est-à-dire votre personnalité, vous l'avez, vous devez l'exprimer, quitte peut-être en subir les conséquences terribles. Ça peut se produire. Mais je pense que la véritable discipline, ce n'est pas une soumission, c'est une adhésion. Général Guebillard, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi une carrière militaire? Le choix de la carrière militaire, ça a été d'abord un peu
génétique, au sens où j'avais deux grands-pères, un qui a été tué en 1914 et un autre en 1939. Mon père a été militaire pendant très longtemps, mais ça n'a pas été l'élément déterminant. L'élément déterminant a été, pour moi, comment servir mon pays et servir mes compatriotes. Servir mon pays d'abord, puisque je suis français et j'avais été élevé dans l'idée un peu de la grandeur de la France, et puis surtout d'être au service des autres. Être officier, c'est remplir un office pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans l'armée. J'ai estimé que j'avais des talents, des compétences, des aptitudes, et que ces aptitudes, fallait que je les mette au service d'un idéal, d'une vocation particulière. J'ai eu énormément de joie à être avec mes subordonnés. Le chef français a une philosophie de l'autorité, de l'exercice du commandement un peu différente de celle des anglo-saxons. Le chef, il doit être à la fois le père et le frère. Le père pour dire voilà quelle est la direction, et le frère pour dire tu es mon compagnon, j'ai besoin de toi et je t'aime. Quelle est votre vision du leadership? Ma vision de leadership, c'est quelque chose qui se construit au fond de son âme, au fond de son esprit. Il y a des gens qui ont une aptitude naturelle à exercer l'autorité, c'est vrai, mais si c'est pas macéré au fond de soi-même pendant les périodes de calme, c'est dans la paix de l'âme et la paix du silence, la paix de la non-action que l'on construit les référentiels de l'action future. C'est-à-dire que il faut, quand vous avez le temps, quand vous êtes dans les écoles, quand vous êtes en posture de responsabilité non active, c'est là où il faut que vous réfléchissiez et que vous vous forgiez une armature décisionnelle, une armature intérieure, une armature humaine, qui le jour où la crise arrivera, cette armature sera la véritable épine dorsale de votre décision. Cette armature, vous la façonnez, vous la préparez. C'est pas du jour au lendemain où vous allez devenir un véritable fédérateur d'énergie ou un catalyseur de volonté. Tout ça, ça s'apprend, ça se macère, ça. Et je crois que ce qui est assez extraordinaire, c'est que le parcours d'un militaire, il vit d'abord ce que vit le soldat pendant de très nombreuses années. Il connaît les souffrances du soldat, il connaît ses inquiétudes, il connaît ses peurs, il connaît ses joies. Il était avec lui, et puis il monte dans la hiérarchie, mais s'il oublie ce que subit ou ce que souffre intérieurement, pas obligatoirement physique, intérieurement le subordonné, il va rater complètement la réalisation de ses objectifs. Vous vous rendez compte que nous avons deux droits exorbitants du droit commun quand on est militaire en opération. Le premier, c'est d'envoyer des hommes légalement se faire tuer. Et le deuxième, c'est de tuer des hommes légalement. Mais c'est incroyable. Si vous n'avez pas réfléchi à ça, ces deux droits exorbitants du droit commun, vous exercez très mal votre responsabilité. Qu'est-ce qui, selon vous, donne du sens à un travail, qu'il soit militaire ou civil? Ce qui donne du sens, c'est, je dirais, le bien commun et le service des autres. C'est-à-dire que si ça ne sert qu'à votre petite satisfaction personnelle ou à faire en sorte que votre compte en banque augmente ou que l'action de la société que vous dirigez monte en bourse, c'est une satisfaction limitée, temporelle. En revanche, si vous vous apercevez que les gens qui sont autour de vous s'épanouissent dans l'exercice des responsabilités que vous leur avez confiées, s'ils sont heureux d'être avec vous et d'être dans la structure que vous dirigez, c'est ça la vraie joie, si vous voulez. Pour moi, l'idéal, c'est que les gens viennent vous dire un jour, je suis content d'être dans cette société, je suis content d'être dans cette structure, parce que je m'épanouis, je suis heureux, j'ai pu exprimer mes compétences et mes capacités. Et l'idéal du chef, c'est de faire en sorte, justement, qu'il exerce l'autorité, donc qu'il fasse grandir les compétences, les joies, les envies, les aspirations des gens qui participent avec lui à la réalisation du projet commun. Quel rôle joue donc la mission dans la motivation quotidienne? On dit dans l'armée, la mission, c'est sacré.
Bon, ce qui n'est pas entièrement vrai, mais pas entièrement faux. La mission, elle doit être en adéquation avec un objectif de bien commun. Il peut y avoir des missions, comme je disais, les missions des capots, des gardes des concentrations. Ils avaient reçu une mission, mais qui était une mission complètement cinglée, complètement folle. Donc, il faut savoir analyser la mission qu'on vous donne. Que diriez-vous à des jeunes qui cherchent du sens à leur travail? Je leur dirais d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire? Et la deuxième chose, je pense que si on n'est pas passionné par son métier, on le fait mal. Il faut vraiment être passionné. Sachez allumer le feu en vous pour réaliser ce que vous souhaitez faire. Moi, je me souviens d'un camarade avec lequel j'étais en secondaire, qui est devenu un grand patron à la fin de sa vie, qui m'a dit j'ai pas aimé du tout le métier que j'ai fait. Vous vous rendez compte? Comment peut-on exercer un métier si on n'est pas passionné par ce que l'on fait? Donc la première chose pour moi, dire à un jeune, comment réaliser ta passion? Ta passion pour servir les autres. Ta passion pour toi-même, c'est certain, mais aussi ta passion pour servir les autres. Si vous n'êtes pas enthousiaste de votre métier, vous ne le ferez pas bien. Le bonheur, c'est se réaliser. Le bonheur, c'est de faire en sorte que soi-même, on se dit au bout du compte, j'ai été heureux et j'ai rendu les autres heureux. Moi, je crois que le monde ou notre pays, il n'est pas fini. Vont se lever une génération qui sera bien meilleure que la nôtre. Que met l'armée derrière le terme exigence? Dans l'armée, on est très dur sur l'exigence. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un, d'accord, c'est bien, mais tu peux encore aller plus loin. Tu as encore du ressort pour aller encore plus loin. J'ai beaucoup d'admiration pour les montagnards. Les montagnards, ils ont fait un sommet, ils ont fait le Cervin, puis après ils vont en faire un autre, et après ils vont en faire un autre. C'est ça l'exigence, c'est de dire je suis capable d'aller encore plus loin et je vais mettre tous les ingrédients pour aller encore plus loin, à la fois pour sa satisfaction personnelle et pour emmener le groupe en haut. L'exigence, c'est être exigeant avec soi-même, c'est-à-dire à la fois ne jamais demander à ses subordonnés ce que l'on n'est pas capable de faire. Je donne un exemple. Moi, j'étais parachutiste toute ma vie, de jeune officier. Ce qui est très beau chez les parachutistes, c'est que les tests physiques sont les mêmes que vous soyez général ou que vous soyez deuxième classe. Vous faites exactement la même chose quand vous avez 50 ans que le gamin qui en a 18. Alors, ça demande plus d'entraînement, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est beau. On passe tous par la même porte de l'avion, avec le même parachute, le même sac. Et pour pouvoir passer cette porte, eh bien, on fait les mêmes tests. Exigez pour soi-même ce que vous exigez pour les autres. Quelle grande leçon tirez-vous de votre expérience militaire pour la vie civile? L'expérience militaire apprend qu'on ne peut rien faire tout seul. Et puis la deuxième chose, c'est de faire très attention à ce que j'appellerais les flagorneurs. Quand vous êtes à un positionnement hiérarchique, vous avez toujours autour de vous des gens qui vous disent « Ah oui, heureusement que vous êtes là, parce qu'avant, ce n'était pas du tout bien. Heureusement que vous êtes arrivé, ça a complètement changé. » Méfiez-vous de ce genre de choses. Il faut s'en méfier terriblement. Il faut faire très attention quand on est un grand patron, un professeur de chaire d'université, etc., ou un grand patron d'industrie. Il faut toujours faire très attention à son environnement immédiat. Il ne faut pas choisir des gens autour de soi qui n'ont pas une personnalité forte, des gens qui ont la capacité de vous dire attention, attention, là vous vous trompez. Avez-vous un dernier message, Général Guebillard, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Croyez en vous, n'ayez pas peur, vous avez au fond de vous-même des capacités extraordinaires, exprimez-les. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes. Et puis la dernière chose, c'est aimer les autres. Aimer les autres. Sans eux, vous ne pourrez rien faire. Merci beaucoup, Général Guebillard, de votre présence avec nous aujourd'hui, et puis aussi de nous inciter à croire en nos capacités, à les exprimer, à les déployer au service des autres. De fait, on est tous uniques et on doit vraiment déployer notre vocation propre, sinon, bien, ça manque. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous.
Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt donc.